Bonjour déjà à toutes et à tous. L'objectif de la présentation, c'est de parler un peu de la conformité RGPD dans M365 avec la brique de fonctionnalité Priva, ce qui fera un rebond par rapport euh, à ce que vous présentez Samuel tout à l'heure. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Donc Guillaume Le Tarnec, je suis le responsable du domaine gouvernance et conformité d'Aéro. J'ai une douzaine d'expériences maintenant sur la gouvernance de l'information et j'interviens sur tous les sujets archivage, records management, RGPD chez Aero et pour nos clients. Donc, en préambule, ce que je souhaitais aborder, c'était le fait que d'ici la fin 2024, on estime qu'environ les trois quarts de la population mondiale seront protégés par une réglementation encadrant l'utilisation des données personnelles et de la vie privée. D'accord. Ce qui nous fait dire plusieurs choses. Déjà qu'il y a une meilleure compréhension par les individus de ce que c'est une donnée personnelle, du besoin impérieux de la protéger pour eux et de façon générale pour la société, que l'encadrement réglementaire s'élargit donc à tous les pays, ce qui va multiplier à la fois des réglementations supranationales, mais aussi plein de petites réglementations nationales qui ne se valent pas toutes les unes et les autres. D'accord. Donc vous allez avoir des réglementations Singapour, en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, qui n'auront pas les mêmes valeurs et pas les mêmes attentes que des réglementations européennes qu'on maîtrise plutôt bien maintenant. Ce qui va générer donc davantage d'obligations pour les entreprises internationales et surtout davantage de risques d'image, puisqu'il y a une meilleure compréhension par les individus des enjeux liés à la protection des données personnelles et que ces réglementations permettent de créer un écosystème vertueux. L'écosystème vertueux, c'est que la réglementation, elle est là pour réguler le transfert, la collecte, la modification des données personnelles, ce qui permet aux consommateurs de s'appuyer sur la loi pour être protégés. Et ils vont pouvoir ainsi, puisqu'il y a cette garantie de protection prise en compte par les entreprises, échanger un service avec leurs données personnelles. Tout ça va permettre enfin de responsabiliser les entreprises et de prévenir les dérives qu'on pouvait voir il y a encore quelques années sur une collecte trop large ou une utilisation non respectueuse des données personnelles qui sont confiées par les individus, par les consommateurs, aux entreprises ou même par les simples collaborateurs d'une entreprise. Alors, quels sont, on va dire, les 5 challenges qu'il faut arriver à relever pour avoir une conformité au RGPD ou une conformité aux réglementations de protection de la vie privée efficace et réactive? Alors, tout d'abord, le premier challenge, ça va être la capacité à identifier une donnée personnelle. Il faut déjà qu'il y ait un consensus au sein de l'entreprise sur qu'est-ce qu'une donnée personnelle et où est-ce qu'elle se trouve dans mon tenant, dans mon SI, et comment est-ce que je peux m'assurer de la taguer, de la flaguer comme étant une donnée personnelle et donc une donnée sensible et une donnée qui porte un risque pour nous, l'entreprise, ou pour les individus qui nous l'ont confiée. Cette tâche, elle ne peut pas forcément être effectuée manuellement. On ne va pas aller taguer un par un tous les documents. Il faut donc une capacité à automatiquement identifier l'ensemble des données personnelles en fonction de certaines caractéristiques dans votre tenante. Enfin, ensuite, il faut pouvoir détecter le partage excessif de données. Un des principaux axes des réglementations de protection des données personnelles, c'est la partie protection. Vous avez une obligation de mettre en place les moyens organisationnels et techniques protéger l'information sensible qui vous est confiée. Il faut donc être en capacité de détecter un partage excessif de données, c'est-à-dire un partage non contrôlé et non respectueux du cadre contractuel de la protection des données qui vous a été confiée. Enfin, ensuite, il faut pouvoir minimiser les données, c'est-à-dire vous allez pouvoir récupérer un ensemble de données vis-à-vis d'une personne. Tout le monde n'a pas accès à l'ensemble du set de données personnelles. Ou alors, tout simplement, vous allez vous retrouver avec des données que vous n'utilisez plus et qui vont sortir du cadre contractuel de conservation pour lequel vous ont été confiés. Il faut donc pouvoir, au fur et à mesure du cycle de vie de la donnée, supprimer ou alors réduire les droits ou le besoin d'en connaître ou le droit d'en connaître sur des données personnelles ou des données confidentielles qui vous ont été confiées. Et encore une fois, ceci est difficile à atteindre manuellement au vu de l'explosion des données personnelles qui sont présentes dans un SI, mais aussi au vu de l'explosion des responsabilités, des silos documentaires, etc., etc. Ensuite, on va remarquer que le principal facteur de risque dans le cadre de la protection des données personnelles, c'est le manque de formation des collaborateurs et des partenaires. Formation à identifier une donnée personnelle, la réalisation pour un utilisateur de se rendre compte que le partage qui est en train d'effectuer en faisant un simple copier-coller dans un Teams, c'est parfois une dérogation à une obligation. Vous allez partager une donnée personnelle entre deux services qui n'ont pas forcément vocation à recevoir des données. Ça, c'est une faute dans le cadre de la protection de la vie privée.
Et donc, il faut pouvoir éduquer, former, pas seulement une seule fois, mais continuellement vos employés, vos collaborateurs à manipuler une donnée dite sensible ou une donnée personnelle. Et dernièrement, pour finir, on va s'apercevoir aussi que, on multiplie les canaux de transfert, les canaux de partage, les canaux de conservation, de l'information et donc puisqu'on augmente la surface dans laquelle va pouvoir se trouver une information et ben, on va augmenter la surface de risque. Vous pouvez tout à fait être, sécurisé sur votre point d'entrée de la donnée, mais puisqu'elle a un cycle de vie tout à fait naturel dans le cadre de vos activités au sein de votre SI, il faut pouvoir déplacer au fur et à mesure que la donnée se déplace, le même niveau de protection et le même niveau de visibilité et de sécurité. Alors, comment est-ce qu'on peut atteindre comment est-ce qu'on peut répondre à ces challenges avec les outils présents dans la suite Purview que nous a présenté Samuel tout à l'heure et maîtriser le risque et agir sur notre propre conformité. Alors, dans la suite Purview, vous allez avoir une brique de fonctionnalité qui s'appelle Priva et dans lequel on va retrouver deux grandes capacités. La première capacité, ça va être Privacy Risk Management et l'autre capacité, ça va être Subject Right Request qui vont répondre toutes les deux à deux pans importants des principales réglementations encadrant la vie privée et la gestion des données personnelles. Pour commencer, on va parler de Privacy Risk Management. Privacy Risk Management fait la première chose que vous êtes censé faire lorsque vous allez récolter de la donnée personnelle, c'est identifier où est-ce que se trouve la donnée. Est-ce que j'ai des données personnelles? Quelle typologie je possède? Où est-ce qu'elles se trouvent? Et est-ce qu'il y a des risques sur les données personnelles que j'héberge? Donc on va pouvoir détecter des données personnelles qui sont surexposées afin de les sécuriser, de repérer et limiter les transferts de données personnelles. Ça peut être au sein de votre système d'information, ça peut être vers l'extérieur de votre système d'information, mais ça peut être aussi au sein de votre système d'information à travers des frontières virtuelles géographiques. Je vous rappelle que certaines localisations n'ont pas les mêmes attentes, mêmes obligations. On ne peut pas transférer des données d'un citoyen européen vers un pays qui n'est pas jugé apte à recevoir des données d'un citoyen européen. Et de la même façon, on peut imaginer que pour un citoyen singapourien, c'est la même chose, pour un citoyen australien, c'est la même chose. Il faut donc pouvoir en tout temps identifier où se trouvent les données sur votre tenante. Et enfin, la partie la plus importante à mon sens, il faut pouvoir éduquer ces utilisateurs et les aider à identifier des comportements, des pratiques, mais aussi une typologie de données qui n'a pas vocation à être partagée n'importe comment, mais aussi des données qui ne sont plus utilisées. On peut tout à fait penser au CV de nouvelles recrues que vous allez recevoir. Un CV de nouvelles recrues, il a une durée de vie avec le RGPD, à partir du moment où vous avez le consentement de l'utilisateur, de 2 ans. Et bien, au bout de 2 ans, il n'est pas nécessaire d'avoir, s'il n'y a pas eu de contact avec cette personne et si le CV n'a pas été mis à jour, de conserver ces éléments sur une durée plus longue. Alors, en pratique, comment ça se passe? Donc, je vous affiche ici la page d'accueil du compliance portal de Purview, dans lequel vous allez trouver sur la gauche l'ensemble des briques qu'on a pu évoquer tout à l'heure avec Samuel. Et vous trouverez sur la gauche Privacy Risk Management et Subject Right Request, qui sont bien deux fonctions séparées les unes des autres. Donc pour Subject Right Request, on va se retrouver face à principalement un dashboard de pilotage. Cette partie overview va vous donner à vous, en tant que responsable de l'information, responsable de la sécurité ou même juriste, la possibilité de piloter vos risques sur l'ensemble de votre tenante 365. Vous allez pouvoir identifier le nombre d'items qui contiennent des données personnelles ou qui sont des données personnelles, le nombre de matchs sur les politiques que vous allez pouvoir créer afin d'identifier les risques qui sont en cours et les risques qui sont à traiter, et après, vérifier que vous avez mis en place toutes vos politiques, toutes vos alertes sur l'ensemble de votre tenante. Ça, c'est le premier étage de la fusée qui est le pilotage, le dashboard, et c'est une des principales fonctions de l'ensemble de Purview, de vous donner de la visibilité sur ce qui vous concerne. Une politique, qu'est-ce que c'est? Une politique, c'est un ensemble de règles, d'accord, que vous allez pouvoir définir vous-même pour pouvoir matcher des occurrences de risque ou des attentes ou des conditions qui vous importent. Par défaut, lorsque vous allez créer vos politiques, vous avez 3 typologies de templates par défaut qui sont la surexposition, les transferts et la minimisation. Donc vous allez pouvoir identifier des sets de données qui ont des politiques de droit trop larges. Vous allez pouvoir identifier des sets de données qui sont transférés entre différentes plateformes alors que ce n'est pas autorisé dans votre gouvernance. Et vous allez pouvoir identifier des données qui ne sont plus utilisées depuis un certain nombre de temps. La politique, elle se fait via un format
formulaire où vous allez pouvoir lui donner un nom, tout simplement. Vous pouvez utiliser une politique qui est déjà préparamétrée, vous pouvez créer la vôtre, comme vous voulez. Vous allez définir un nom, vous allez définir le typologie de données que vous allez vouloir surveiller, et c'est là que les SIT, les Sensitive Infotype, qui sont présents dans Microsoft Purview vont entrer en jeu. C'est-à-dire que vous en avez 300 Sensitive Infotype qui sont out of the box disponibles pour vos utilisateurs. Vous pouvez en créer de nouveaux. Vous pouvez utiliser des trainable classifiers si jamais vous ne rencontrez pas les informations que vous voulez. Mais vous avez déjà, à minima, on va dire, la baseline des typologies d'informations sensibles qu'il faut absolument protéger en tant que responsable de la protection de l'information. Donc, vous allez définir des sensitive infotypes, vous allez définir des typologies de personnes que vous devez surveiller, vous allez définir aussi des localisations. Ça va être SharePoint, ça va être Exchange, Teams, OneDrive, et vous allez pouvoir avoir des matchs de votre politique au fur et à mesure que des conditions vont être remplies. Et ensuite, vous allez pouvoir définir qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe lorsque vous avez un match. Est-ce que vous voulez du reporting? Est-ce que vous voulez que lorsqu'une information personnelle va être partagée via un Teams, l'information personnelle soit remplacée par une notification, un tooltip qui indique à l'utilisateur qu'il est en train de partager une donnée personnelle et que dans les conditions de gouvernance de l'entreprise, il n'a pas le droit de le faire, etc., etc. Donc ces politiques-là, vous pouvez d'abord les mettre en place, les tester, et une fois que vous êtes satisfait de ce que vous voyez, vous pouvez les mettre en activation, et elles vont impacter l'ensemble des personnes qui auront été identifiées. Pour continuer dans le pilotage du risque, avec ces fonctions d'analyse, vous allez pouvoir identifier où se trouvent les données personnelles. Donc, dans quel système Microsoft vous avez le plus de données personnelles? Est-ce que c'est dans votre SharePoint, dans votre Teams, Exchange ou OneDrive? Vous allez pouvoir identifier les typologies de données personnelles. Donc, ça peut être du full name, ça peut être des numéros de sécurité sociale, ça peut être des numéros de carte d'identité, des cartes bancaires, etc., etc. Et vous allez pouvoir identifier effectivement là où se trouvent les données. Est-ce que c'est en Amérique du Nord? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est en Europe? Etc., etc. Vous donnant le plus de contrôle possible et surtout de capacité d'action en fonction du risque que vous allez rencontrer. Je voudrais insister un moment sur la partie surexposition de la donnée. Je pense qu'il est nécessaire de rappeler qu'environ 33% des entreprises qui se sont pris une amende, enfin 33% des amendes qui ont été données par la CNIL sur 2022 l'ont été pour un défaut de sécurisation. Donc c'est un tiers des responsabilités engagées des entreprises l'ont été parce que elles n'avaient pas été sécurisées correctement. Là, avec Microsoft 365, vous avez la possibilité, alors c'est très simple dans Microsoft 365, de partager un lien vers un document à n'importe qui à l'intérieur de mon organisation, voire à l'extérieur de mon organisation. Et une fois que le lien il est partagé et s'il n'est pas gouverné, il reste, il continue d'exister. Sauf s'il y a expiration de ce lien qui a été paramétré. Donc vous allez pouvoir identifier dans votre tenante 365 l'ensemble des documents ou données qui ont un accès public ou un accès externe sur lequel vous n'avez pas de maîtrise. C'est-à-dire que ça a été donné et c'est toujours actif. Et ça, la première action à effectuer, alors il y a potentiellement une raison pour laquelle ça a été fait, d'accord, il y a potentiellement une légitimité, mais il faut quand même se poser la question de la minimisation de la donnée et la nécessité de partager comme ça à l'extérieur sans forcément avoir une maîtrise. En même temps que je vous partage ceci, donc vous allez pouvoir filtrer sur toutes les données qui ont un accès externe, on va pouvoir voir ici que j'ai des identifiants qui sont assez particuliers. C'est parce que en ayant accès au module d'administration Privacy Risk Management, vous donnez énormément de visibilité sur des données personnelles sur l'enceinte de votre tenante. Et vous avez un petit settings, un petit bouton qui vous permet d'anonymiser les noms et prénoms des utilisateurs qui sont présents dans votre tenante, ce qui fait que vous, en tant qu'administrateur, avec votre rôle, vous ne pourrez pas voir les propriétaires des documents, vous pourrez juste voir des ID anonymisés afin de ne pas montrer du doigt des personnes qui auraient eu un comportement qui est peut-être lié uniquement à un manque de formation. Voilà. Cette feature, elle est activable et désactivable au besoin. Ça fait un peu le tour des grandes fonctions qu'on peut avoir sur Privacy Risk Management. J'insiste sur le fait que c'est lié à des politiques que vous allez créer qui vont vous donner de la visibilité basée sur des sensitive infotypes. Il faut donc d'abord faire ce travail de quels sont les sensitive infotypes dont j'ai besoin, comment est-ce que je les embarque dans mes politiques, tester mes politiques et ensuite voir le type, les métriques que je récupère. Parce qu'il peut y avoir des faux positifs. On peut se dire il y a des données qui ne sont pas forcément des données personnelles ou des données à risque. Mais l'important, c'est que ça vous donne de la visibilité et surtout, ça permet de guider vos actions ensuite. Voilà.
La deuxième brique qui va nous intéresser et qui, elle, va répondre à un pan très important des politiques de réglementation et de protection de la vie privée, ça va être le respect de la transparence et de la communication vis-à-vis des individus qui confient des données personnelles. Et ça va être tout le but de Subject Right Request. L'objectif de Subject Right Request, c'est de créer des cas de requête sur les données personnelles qui ont été confiées par une personne. On a de tout temps eu, depuis en France la loi de 78 sur informatique et liberté, l'obligation d'informer les gens que nous possédions des données personnelles sur les concernant, qu'ils nous en donnaient, et qu'en tout temps, ils peuvent nous demander quelles sont les typologies de données que nous possédons sur eux, comment est-ce qu'on peut y accéder, demander la suppression ou demander l'export, et ça c'est nouveau avec le RGPD. Donc, l'objectif de cette fonction, c'est de répondre efficacement à ces demandes d'accès. Parce que trop souvent, on arrive sur une boîte mail générique et derrière, il n'y a personne pour répondre au bout du fil et pour récupérer nos données et faire exercer nos droits, c'est très compliqué. Donc là, dans le cadre du tenant 365 avec Purview, on peut répondre efficacement à ces demandes d'accès. On peut minimiser les données transmises. Comme ça, nous, en tant qu'entreprise, on se protège et on protège les autres personnes qui pourraient être concernées. Et surtout, on a la capacité d'impliquer les bons interlocuteurs dans l'analyse. Alors, comment ça va se passer véritablement? Donc, chaque demande d'accès qui va être créée, eh ben, c'est un cas, d'accord? C'est un dossier de demande d'accès qui est créé. Je crée une typologie de demande d'accès. Je vais avoir des templates de demande d'accès qui vont être possibles. Si l'utilisateur souhaite une suppression, s'il souhaite un export, s'il souhaite juste une consultation, etc., etc. Et une fois que j'ai lancé mon cas, on va aller choisir pour une personne identifiée, un set de données, l'ensemble des documents qui vont matcher avec les conditions que j'ai définies. Ce qu'on va retrouver, c'est c'est un reporting qui, de la même façon que ce que l'on a pu vous montrer tout à l'heure, va flaguer l'ensemble des documents qui matchent les conditions que vous avez définies. Et là, vous allez pouvoir commencer un travail d'analyse. Vous allez pouvoir, pour chaque document qui ont été identifiés, eh ben, vérifier que le document concerne bien la personne qui a fait la demande et pouvoir constituer le package d'informations qui soit le plus proche possible de vos obligations et de la réalité. Vous n'allez pas faire ça tout seul. Alors que vous allez pouvoir, par exemple, ici, il y a 1163 documents qui ont été identifiés. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul en 2 heures de temps. À chaque fois que vous allez créer une demande d'accès, ça va créer en parallèle un Cadel Teams dans lequel vous allez pouvoir associer d'autres participants, d'autres interlocuteurs de votre entreprise afin de vous aider à travailler sur ce package documentaire. Donc ça pourra être des managers, ça pourra être des responsables produits, ça pourra être les RH, ça pourra être le juridique. Et ensemble, vous allez pouvoir constituer les packages documentaires avec un processus, un workflow défini qui sera lié à votre gouvernance pour pouvoir livrer le meilleur package documentaire à l'individu qui a fait la requête. La fonction qui, moi, me plaît énormément, c'est qu'il y a vraiment souci de minimisation de données. C'est-à-dire que dans les documents que vous allez pouvoir constituer, le package d'informations que vous allez pouvoir constituer, il y a des documents qui vont mélanger des types d'informations, où il peut y avoir des informations qui sont confidentielles pour votre entreprise, où il peut y avoir des informations personnelles d'autres personnes. Et il y a cette fonction qui s'appelle Annotate, où vous allez pouvoir caviarder des informations personnelles qui ne rentrent pas dans votre périmètre de recherche. Et donc pouvoir à la fois répondre à votre obligation de rendre des documents, de communiquer de la documentation, et en même temps protéger les autres individus qui vous auraient confié des données personnelles ou les secrets de votre entreprise. Voilà. Et ça permet donc en toute confiance et sans avoir à manipuler 25 Word différents, etc., et tout le faire depuis ce centre de contrôle, en toute confiance de pouvoir de pouvoir répondre à vos obligations. Si je peux conclure aujourd'hui sur ces deux briques fonctionnelles, enfin ces deux capacités de cette brique fonctionnelle Priva, ce qui est pour moi véritablement important, c'est que l'ensemble de la gamme Purview vous donne des outils pour évaluer votre niveau de conformité. Ça va pas être magique, ça va pas se faire tout seul, d'accord? C'est juste qu'il y a un ensemble de baseline, de réglementations qui sont intégrées et Microsoft Purview et Priva vont vous donner les guides pour pouvoir déployer des choses. Donc là, par exemple, on va pouvoir voir que j'ai des actions d'amélioration à mettre en place. Aujourd'hui, les opérations,
les opérations d'administration, eh ben, elles sont pas anonymisées pour mon administrateur. Et donc, il faut que je l'active parce que c'est un haut risque pour moi dans mon score de compliance, etc., etc. Il va y avoir pour chaque réglementation, par exemple, je peux choisir les types de réglementation qui m'intéressent. Il va y avoir pour chaque réglementation un set d'actions à effectuer et par exemple dire moi je veux juste la baseline RGPD parce que je ne travaille qu'en Europe qu'avec des individus européens, j'ai pas besoin de déployer IPA ou une réglementation israélienne ou singapourienne. Voilà. Et donc vous allez pouvoir mettre en regard de vos obligations et de votre niveau de risque, des actions d'amélioration, des cadres réglementaires qui sont appropriés à vos besoins. Pour finir, je dirais qu'on est face véritablement à une plateforme de collaboration pour les responsables de la donnée personnelle. On a un outil qui permet de centraliser la gouvernance des données et de rendre visibles les données qui sont présentes et ou surexposées. Trop souvent, on a 25 000 outils dans tous les sens pour pouvoir faire ce travail-là. Là, grâce au tenant 365, pour toute la galaxie SharePoint, pour toute la galaxie Exchange et pour toute la galaxie OneDrive et Teams, vous avez un seul outil qui vous donne accès à tout. Ça vous autonomise en tant que responsable de données. Ça, pour moi, c'est très important en tant que justement responsable de données. Vous n'avez pas besoin de faire appel à un DSI, un RSSI, au responsable applicatif Collab, etc. À partir du moment où vous avez accès au rôle de Priva Management Admin ou de Subject Right Request Admin, etc., vous allez pouvoir être autonome dans les visibilités que vous allez avoir. Il va y avoir des choses qui sont anonymisées, mais vous allez pouvoir créer vos propres cas, vous allez pouvoir avoir une idée du niveau de risque auquel vous êtes confronté. Et ça vous permet de renforcer votre collaboration avec le RSSI et le DSI. Cette collaboration avec le RSSI et le DSI, en tant que responsable de la protection de la donnée, elle est cruciale. Chacun ne travaille pas dans son coin. On travaille aujourd'hui sur des territoires communs où la responsabilité de l'entreprise est engagée, votre responsabilité en tant que manager et responsable de la protection peut être engagée aussi. Il faut donc pouvoir travailler tous ensemble à voici le niveau de risque que nous sommes capables d'accepter, voici les fonctions qui sont disponibles dans mon SI, et voici moi les obligations que je dois mettre en place. Ça permettra aussi évidemment une capacité à répondre beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement, et surtout avec les bonnes personnes. On ne peut pas être tout seul à mettre en place une protection de la vie privée, une protection des données dans votre tenant 365 ou sur votre SI. C'est un groupement de personnes, c'est un groupement d'intérêts et de responsabilités qui peut le mettre en place. Voilà. J'espère que cette présentation assez large des fonctionnalités Priva vous a intéressé. On aura l'occasion d'en discuter plus en détail à l'occasion d'une AMS prochaine. Mais pour moi, il était important de vous présenter, on va dire, cette première approche sur ce que font ces fonctionnalités de protection de l'information et de l'information personnelle et de la vie privée dans 365. Voilà. Merci Guillaume, c'est très intéressant et en effet, on vous invite fortement à ne pas attendre de vous faire taper sur les doigts par la CNIL, d'autant que, comme Guillaume vient de vous le présenter, Microsoft a quand même bien fait les choses et nous prémâche le travail. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à prendre en main ces outils et à les exploiter de manière à ce que si un jour la CNIL vient taper à votre porte, alors la CNIL ou une autre autorité, ça soit pour vous juste une histoire de quelques clics pour leur montrer que tout est propre dans votre organisation. Guillaume, une petite question. Est-ce qu'on peut également ajouter des datasets qui seraient ailleurs que dans le tenant de 365 ? Oui, alors vous avez la possibilité sur la partie donc Subject Request et aussi Privacy Risk Management d'importer un dataset. Vous avez la possibilité de charger de la donnée ou taper sur un tenant Azure si jamais vous avez des informations qui ne sont pas présentes là où vous avez, ou si vous voulez connecter des choses qui sont sur un data lake, etc. Vous avez la possibilité de le faire. À savoir aussi, vous avez la possibilité, comme le disait tout à l'heure Samuel, à connecter du Salesforce, par exemple, et vous avez aussi la possibilité, si vous voulez mettre en place, si vous voulez faire une continuité de workflow, si vous avez déjà un workflow sur votre ServiceNow de Subject Request, vous pouvez connecter votre workflow ServiceNow à un Subject Request, ce qui va permettre de créer des cas un peu de façon automatique. Et évidemment, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais vous avez tout à fait la possibilité d'automatiser tout ça avec du Power Platform. Voilà. Super, merci beaucoup Guillaume.